31 mars 97, Critérium International Cycliste. En voyant passer le peloton, un cheval excité le suit en galopant, saute la barrière de son champ et atterrit parmi les coureurs. En direct, rappelez-vous, ça donnait ça. Oh là là, la chute, oh mince, oh mince. Oh là là, ben on a déjà vu ça. Hein. Non, non, ben heureusement il n'y a pas eu de chute. Et maintenant, ça quelle devient... image, quelle image. Le concurrent improvisé crée la panique dans le peloton. Plein les yeux à retrouver Stéphane Barth, le cycliste qui a vécu l'événement en première loge. J'ai vraiment vu une masse m'arriver sur le vélo. Et je me suis dit à ce moment-là que s'il me tombait dessus, ça allait me faire mal. Vraiment, on voit que je suis là. Donc quand il a sauté, j'étais juste à côté de lui. Et j'ai réussi à me dégager assez rapidement. Miracle ou réflexe, en quelques secondes, le peloton s'écarte pour éviter le cheval emballé. Il y en a qui ont eu peur, donc ils ont freiné, d'autres ils ont eu peur comme moi et on a accéléré pour justement éviter qu'il y ait un problème. Et enfin, le but de tout le monde était d'être le plus loin possible du cheval pour qu'au cas où il y ait une chute du cheval, surtout, on puisse l'éviter et que tout le monde s'en sorte indemne. Contrairement à d'habitude où on voit des animaux courir comme ça, j'ai de suite pensé qu'il n'allait pas s'arrêter. Parce que d'habitude les chevaux courent mais ils font demi-tour dès qu'ils arrivent à la clôture, alors que lui, on voyait vraiment qu'il allait prendre de l'impulsion pour sauter. Résultat, le peloton est coupé en deux. Sur 3 km et à plus de 45 km/h, un groupe roule devant le cheval. Un autre groupe reste coincé derrière lui. Pourtant, la course n'est pas interrompue, car finalement aucun coureur ne chutera. Alain Bellac, propriétaire de ce héros, pas comme les autres, a accepté de nous le présenter. Voilà, je vous présente Jindor Rochelet, cheval de 7 Français de 7 ans. Le cheval qui a essayé de voler la vedette aux cyclistes du Critérium du Tarn en 1997. Jindor est un cheval de saut d'obstacle, plutôt anxieux de nature. Selon son propriétaire, c'est le bruit de l'hélicoptère qui suivait la course qui l'a effrayé et qui a provoqué sa fuite en avant. En arrivant devant un obstacle, Jindor a sauté. C'est à ce point précis que le cheval a pris son appel pour sauter au-dessus de la clôture et il se retrouve en contrebas 6 mètres plus loin. Sur le saut, on voit que le cheval coupe le fil. Heureusement pour lui, parce que si le fil ne s'était pas coupé, le cheval n'aurait peut-être pas pu se réceptionner sur ses pieds et tomber à genoux et tomber au milieu des coureurs cyclistes. Mais tout danger n'est pas écarté. Jindor caracole toujours en tête de la seconde moitié du peloton et il ne ralentit pas sa cadence. S'il s'arrête brusquement, c'est la catastrophe. De plus, après le pont, les coureurs doivent prendre à droite un virage très serré. Le risque, c'est que le cheval glisse et fasse chuter les coureurs. Heureusement, Jindor file tout droit et l'incident se termine là. L'épisode en fit une gloire locale. On proposa même à Alain Bellac d'acheter son cheval. J'ai eu une offre d'achat, mais bon, mon Jindor est à moi et je tiens à le garder. Stéphane Barth, lui, terminera la saison en beauté avec un titre de champion de France. Une année pleine de succès qui a commencé dans le Tarn, un jour pas vraiment comme les autres. Ça a été une bonne journée pour moi puisque c'est ma première victoire chez les professionnels vu que c'était ma première saison l'année dernière. Donc je pense qu'en faisant le sprint que j'ai fait pour éviter le cheval, ça m'a donné de la pêche pour l'arrivée. J'ai dû m'imaginer inconsciemment qu'il y avait un cheval derrière moi, donc j'ai gagné. Ça s'est très bien passé, c'est un bon souvenir. Un jockey désarçonné, accroché par un pied à son cheval, qui continue à sauter les obstacles, du jamais vu en pleine course. Le steeplechase est certainement la plus dangereuse des disciplines équestres. On ne compte plus les accidents pendant cette épreuve où les concurrents doivent franchir une trentaine d'obstacles. Simon Mills est ce qu'on appelle aux États-Unis un crack jockey. Il a déjà disputé une 50aine de courses. Au départ sur son cheval Sagamore, il fait partie des favoris de l'Adelaide Cup, doté de 600 000 francs de gain. À quelques mètres de l'arrivée, Simon est en seconde position. Il reste juste 2 obstacles à franchir quand son cheval fait une erreur. Au moment où mon pied s'est coincé dans l'étrier, j'ai essayé de le retirer. Mais impossible à cette vitesse. Je me sentais comme un sac de patates. En fait, juste avant l'obstacle, tout allait bien. Il manquait juste quelques foulées. C'est là que tout a commencé. Mon cheval a réduit son galop et je me suis rendu compte que son timing était faux. Tout était faux. Rester accroché comme ça, c'est vrai que c'est rare. Hein. Moi, je ne l'avais jamais vu auparavant en France, même à l'étranger. C'est la première fois que je le vois. C'est très rare. Un accident rare et pourtant Patrick Alain Sauva a vécu la même épreuve. Il est resté accroché par un étrier de très longues minutes. Une expérience traumatisante.
Ça, c'est le pire qui peut arriver, encore un jockey d'obstacle, de rester accroché, c'est ça. Une chute, bon, vous tombez, vous cassez quelque chose, mais de rester accroché, je crois que c'est le pire. Ça dure des heures, hein. Plus que des heures, ça dure, hein, parce qu'on n'en voit pas la fin, quoi. On veut que l'étrier lâche à tout prix. À la limite, on veut essayer de se retirer la botte, mais on ne peut pas. C'est horrible. En plus de la violence de la chute et de la menace des coups de sabot, Simon court un autre danger. L'obstacle en pain massif se rapproche à 60 km/h. À cette vitesse, le choc peut être fatal. Mais là encore, miracle. Je n'ai même pas eu le temps de paniquer. Mais je me disais, c'est sûr, je suis bon pour la chaise roulante. En réalité, j'ai eu de la chance car mon cheval a sauté beaucoup plus tôt que d'habitude. Et c'est ce qui m'a catapulté par-dessus l'obstacle. Quand j'ai atterri de l'autre côté, je me suis dit, je n'ai pas tapé, ça va. La seule question que je me suis posée, c'est quand cela va-t-il s'arrêter? J'étais brinque-ballé de tous les côtés, mais en fait, j'étais indemne. Ou presque. Simon n'a eu qu'une fracture du bras. Une blessure légère quand on sait ce qu'il risquait vraiment. Vous voyez ces obstacles-là encore, ça serait ces obstacles-là, c'est de la fougère avec du fusain. Donc, à la limite, là, il ne risquait pas trop grand-chose, vous voyez, parce que c'est souple. Mais ce qu'il y a, c'est que comme ça se passe en Australie, vous avez ce genre de troncs d'arbres, mais vous les avez en montant. Donc vous en avez 3 en montant, ça monte jusqu'ici. Vous avez 3 troncs d'arbres comme ça. Donc c'est qu'à chaque fois, il tape dans les troncs d'arbres, le jockey. Et ça, il aurait pu, mais alors, comme on dit, se massacrer. C'est vraiment incroyable que le gars a pu résister à ça. Incroyable également que personne ne soit intervenu. Ni les organisateurs, ni les 25 autres jockeys n'ont tenté le moindre geste pour arrêter la course ou le cheval emballé. D'abord, il n'y a pas de jockey à proximité du cheval pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et personne ne peut imaginer que le pied du jockey va rester aussi longtemps bloqué dans l'étrier. Non, la course n'est pas arrêtée. C'est un incident de course qui est relativement exceptionnel. Mais il n'y a pas lieu, d'après le code de course, d'arrêter la course pour ce genre d'incident. Heureusement, les chevaux ont le réflexe naturel de s'écarter d'un obstacle. Ils ont donc évité Simon. Sagamore s'arrêtera finalement tout seul. Après quelques semaines de convalescence, Simon Mills a participé, mais bel et bien en selle cette fois, à de nouveaux steeplechase. Les 70 000 spectateurs australiens auront donc assisté à un tiercé doublé d'un numéro de haute voltige dont se souviendront toujours Simon et Sagamore. Ces tout petits chiots âgés de 6 semaines sont tombés accidentellement au fond d'un puits de 11 mètres. Pour les sauver, une équipe de pompiers, d'enquêteurs de la SPA et même d'égoutiers départementaux se mobilisent. Sous le choc, Rhonda Crawford, leur propriétaire, a du mal à retenir ses larmes. Elle ignore s'ils sont encore en vie. À cette profondeur, impossible d'entendre les chiots et encore moins de les voir. Les sauveteurs doivent trouver une solution pour atteindre le fond du puits. Rhonda est effondrée, elle craint le pire. Mais l'équipe de sauvetage a pensé à tout et surtout à ça. Ça, c'est une caméra minuscule qui va permettre de localiser les 3 chiots. Grâce à ce système, les secours vont pouvoir suivre chaque mouvement de l'opération sur ce téléviseur. Allez, les recherches peuvent commencer. J'essaie de voir quelle est la profondeur. Ça, je peux pas te le dire. Là, on arrive au fond. Il faut regarder dans plusieurs directions. Tiens, ça y est, ils sont là. Les chiots sont enfin localisés. Reste à savoir s'ils ont survécu à cette terrible chute. Serrés les uns contre les autres dans une faille de quelques centimètres, ils ne forment plus qu'une grosse boule. L'un d'entre eux semble bouger, il reste un espoir. Peut-être sont-ils seulement endormis. Rapidement, les secouristes élaborent un plan d'action. Pour y arriver, j'ai besoin d'un objet flexible et courbe pour les attraper avec un papier collant ou pour les prendre au collet un par un. Le plan de sauvetage est simple. Il faut apposer la partie collante d'un piège à souris sur une pièce de plastique. Le tout est fixé au bout d'une tige que l'on va descendre jusqu'au chiot. Le but, tenter d'attraper un à un les chiots avec la tige enduite de colle. Pendant plus d'1 heure, les sauveteurs font l'impossible, mais les petits chiots sont trop lourds. Malgré tout, Rhonda reste optimiste. Je les ai vus. Ils sont vivants. Ils dorment les uns contre les autres. L'agitation générale finit par réveiller les 3 chiots. Ils sont bien vivants. On peut maintenant entendre leurs cris. Rapidement, les secours envisagent une autre solution. Ils construisent une longue tige avec un nœud coulant. Le principe est cette fois, passer la boucle autour des chiots et les tirer doucement le long du puits. Mais le nœud coulant présente 2 risques. Trop serré, il peut les étrangler. Trop large, les chiots peuvent tomber et ne pas survivre à une seconde chute.
Grâce à la caméra, le sauveteur suit avec précision chacun de ses gestes. D'une main experte, il enroule le premier bébé en prenant bien garde de ne pas l'étouffer. Le chiot va-t-il supporter la longue remontée? Oui, le premier essai est un vrai succès. La balade n'a pas du tout enchanté le petit chiot. Sa maîtresse le réconforte pendant que les sauveteurs se dépêchent de porter secours à ses deux frères. L'un après l'autre, les petits chiots sont libérés de leur cachette souterraine. Ils sont sales, affamés et n'arrêtent pas de crier. Après cette grosse frayeur, ils ont bien mérité un gros câlin. Il était temps que vous sortez de là. Oh, comme ils sont sales. Dayton, dans l'Ohio, deux couples d'amis faisaient du rafting lorsqu'ils se sont retrouvés pris au piège, coincés au milieu de courants contraires très violents. Cet endroit de la rivière Miami est pourtant connu pour ses courants extrêmement dangereux, rendus plus dangereux encore par la présence d'énormes bûches charriées par la rivière. Emportées par les courants tourbillonnants, elles s'abattent sur les bateaux pneumatiques et frappent violemment les gens qui risquent à chaque instant d'être assommés et de se noyer. Très vite, les pompiers sont sur place. Dans l'urgence, ils font glisser une lance à incendie jusqu'à la femme la plus proche pour qu'elle s'y accroche. Les pompiers la tirent alors jusqu'à l'échelle où l'attend un autre secouriste. Ils la hissent sur la rive, elle est sauvée. Pendant ce temps, le mari de la jeune femme se débat. Les bûches l'ont grièvement blessé car il ne portait pas de gilet de sauvetage et rien n'a amorti les chocs. Il s'accroche désespérément à son canot pneumatique. À l'aide d'un crochet, le secouriste tente d'attraper la corde reliée au bateau. Les courants rendent le sauvetage très difficile. L'homme est coincé entre une lourde branche et son canot pneumatique. Enfin, le sauveteur réussit à rapprocher le canot et à attraper l'homme épuisé. Mais un autre couple est toujours coincé au milieu des rapides. Un sauveteur lance une corde pour qu'il s'y accroche, mais en tentant de la rattraper, l'homme déséquilibre l'embarcation qui se retourne. Ils sont alors emportés par le courant. Les pompiers n'ont plus qu'un seul moyen de les atteindre, la grande échelle. Ils s'y précipitent pour les intercepter. La manœuvre est délicate, les pompiers doivent abaisser l'échelle au maximum pour pouvoir attraper les deux rafteurs. Enfin, après 1 heure de lutte acharnée contre les courants, ils sont hors de danger. Je ne sais pas si c'était à cause des bûches, mais il y avait un courant sous-marin très fort et on ne pouvait pas s'en éloigner. Ce courant était terrifiant. Le mari de Janice, lui, a eu 6 côtes cassées. Les deux couples se sortent plutôt bien de cette terrible aventure qui, malgré sa violence, ne les a pas dégoûtés du rafting. Voici l'image d'une famille heureuse. Pourtant, les Serac ont récemment vécu une grosse frayeur et de longues heures d'angoisse. Le 9 mai dernier, Derrick Serac, photographe depuis 30 ans, couvre la demi-finale de championnat de France de rugby qui oppose Toulouse au Stade Français. À la 44e minute, il est percuté de plein fouet. Je pense que le ballon a dû sortir très vite et qu'une action a démarré très rapidement. J'étais en bord de terrain, donc j'attendais effectivement que ça arrive sur moi. Et c'est arrivé sur moi, mais ce qui n'était pas du tout prévu au niveau de la prise de vue, ni de l'action qui s'est passée au moment où Gomez m'a heurté, mais à grande vitesse. Donc j'étais sur un champ très restreint, je ne pouvais pas du tout voir ce qui se passait à l'extérieur. L'œil rivé à son objectif, Derrick Serac n'a pas vu venir le danger. Un danger bien involontaire nommé Arturo Gomez. Je ne l'ai pas vu. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai percuté qu'il était là. Comme j'arrivais en travers, je ne le vois pas, il est juste là. Vous voyez, je coupe. Et là, oh non, même pas, je ne sais pas si j'essaye de passer par-dessus. Vous voyez, je mets un genou un peu en travers. Il n'y a que vraiment sur le ralenti, sur les images, que je me rends compte que je le prends du genou. Parce qu'après le match, j'étais incapable de dire où est-ce que je l'avais tapé, quoi. Derrick Serac est sonné, KO. D'urgence, il est conduit à l'hôpital, mais s'il a aujourd'hui recouvré ses esprits, il ne garde aucun souvenir de cette scène. Il y a un blackout complet. Pour la bonne raison, c'est que je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital avec une fin de radio, c'est-à-dire 1 heure après. Donc il y a eu un trou noir pendant 1 heure. Je ne savais plus où j'étais. Je veux dire, c'était... Après ça, c'est revenu tout doucement, rugby. Il y a très vite des photographes qui sont venus à l'hôpital et qui ont vu que j'avais repris connaissance. Mais 1 heure, c'est long et j'ai aucune conscience. Maintenant que je me vois sur une civière en train de me tenir la tête, c'est presque une découverte parce que je l'ai jamais vu. Ça m'a fait drôle quoi, quand je vois papa tomber comme ça, boum, se prendre le tibia de Gomez derrière l'oreille, je me dis c'est vraiment bizarre. Mais le match lui continue.
J'ai essayé de me reconcentrer sur mon match. Et non, je ne peux pas dire que ça m'a gêné. Bon, ensuite, on a poursuivi le match, je dirais, comme d'habitude. Mais bon, il est toujours que de suite après le match, c'est les premières questions, c'était savoir si la personne allait bien, etc. Au fait, au moment du choc, Derrick Serac était-il bien placé? J'étais très très bien placé et j'étais pratiquement un des seuls photographes de ce côté-là parce que la plupart des photographes pensaient que Toulouse allait gagner. Je me doute que lui, son objectif, c'est de chasser l'image. Donc pour lui, il devait être bien placé. Moi, je dirais que c'était un peu limite, on va dire. Le règlement est formel. Les photographes doivent se trouver à plus de 3,50 m de l'aire de jeu. Mais sur certains terrains, c'est impossible. Il y a des stades qui ne sont pas adaptés, il y a des stades qui ne sont pas adaptés. Il y a des spectateurs qui nous mettent la pression pour qu'on travaille assis. C'était le cas, le photographe était assis, donc il n'a pas pu se reculer, se protéger. Et c'est là, quoi. Sur un stade comme ici, il n'y a aucun risque. Genre, il y a 10 mètres de recul, il n'y a aucun risque. Il y a des stades où il y a beaucoup de pression parce que les spectateurs nous gueulent dessus, nous insultent. Et on se met accroupi ou assis. Et là, on est très, très vulnérable, quoi. Arturo Gomez, vainqueur au Stade de France comme au Stade de Toulouse, s'est effectivement inquiété de l'état de santé du photographe tout de suite après le match. Heureusement, Derrick Serac s'est très vite remis de son accident. Les deux hommes ont d'ailleurs prévu de se revoir très prochainement. Bien, écoutez Arturo, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour un match un peu plus calme. J'ai pu vous voir pour la finale, vous avez réalisé un très très bel essai et puis je voulais vous dire que je vous en veux pas du tout, ça fait partie des actions du rugby. Voilà. C'est parce que ce motard voulait tout gagner qu'il a bien failli tout perdre. Marc Colomer aurait pu naître sur une selle, un guidon entre les mains. Il pilote comme vous marchez. Il est champion de trial, une discipline qui exige dextérité et endurance physique. Sa moto, c'est comme une deuxième peau. Il la place où il veut, comme il veut, ou presque. Normalement, j'aurais dû me casser les jambes, les bras, la tête ou encore la colonne vertébrale. En fait, je n'ai rien eu du tout. Et c'est un miracle. Nous sommes à Madrid, lors de la dernière épreuve du championnat du monde de trial. Marc Colomer est actuellement deuxième du championnat du monde. Autant dire que pour cette dernière épreuve du circuit, il est prêt à prendre tous les risques pour monter sur la plus haute marche du podium. Dernier obstacle, dernier mètre à franchir, quand soudain, c'est la perte d'équilibre. Eh bien en fait, j'ai pensé certainement la même chose que tout le monde. C'est une chute très spectaculaire où j'aurais dû me faire très mal. Mais ce qui est incroyable, c'est que la moto ne m'est pas retombée dessus. C'est le pire qui puisse vous arriver, une moto qui vous retombe dessus. En trial, la règle est simple. Chaque pied posé et c'est une pénalité. En posant son pied, Marc Colomer a perdu des points, perdu la course. Il aurait pu aussi perdre la vie. Là, il monte, la moto est vraiment droite. Il va poser ce pied et son pied, on va voir qu'il va glisser. La paf. Et là, voilà, alors là, il a vraiment eu chaud et ça arrive jamais en trial. Faire des gamelles aussi fortes que ça. Le public du Palais des Sports a poussé un cri de terreur. Et il y a eu un début de panique parce que nous ne savions pas de quoi il souffrait. À la télévision, ça passe rapidement, mais je peux vous dire que pour moi, ça a duré de très longues minutes cette chute. Surtout quand on voit qu'en plus de la hauteur, mon dos a touché là, et ensuite ma tête a cogné le mur en bas. Une chute de 10 mètres de haut, mais seulement quelques contusions. Marc Colomer se relèvera sans aucun dommage physique sérieux. Il restera 24 heures en observation à l'hôpital. Je sais que physiquement, je n'ai gardé aucune séquelle de cette chute, mais psychologiquement, ça aurait pu être beaucoup plus dur. Heureusement, là aussi, ça va parfaitement. J'ai davantage pris conscience des risques de cette discipline. Mais quand je me retrouve devant l'obstacle, ce sentiment d'insécurité disparaît. Je ne pense plus alors qu'à le franchir le plus efficacement possible. Je ne pense ni à la peur, ni au danger. Quand Marc Colomer a commencé le trial, il avait 6 ans. Aujourd'hui, à 24 ans, il est champion d'Espagne, champion d'Europe et vice-champion du monde. Un palmarès glorieux, mais cette deuxième place ne lui suffit pas. Il a l'ambition de décrocher le titre suprême, numéro 1 mondial. Et ce n'est pas cette chute qui le détournera de son objectif. Côté
côte californienne, un jour de beau temps. Un petit bateau de pêche rentre au port lorsque soudain une énorme vague surgit de nulle part et le retourne. Puis, plus rien, le calme plat. Comment expliquer cette seule et unique vague? Après le passage de cette vague, la mer reste calme, ce qui fait que ça n'est pas véritablement une vague, c'est à mon avis plutôt un tsunami ou une onde provoquée dans la mer par un tremblement de terre. Le tremblement de terre a très bien pu avoir lieu au milieu du Pacifique ou sur les côtes du Japon, et l'onde s'est propagée jusqu'ici à des vitesses extrêmement importantes, de l'ordre de 500 km à l'heure. Cette onde crée une vague unique qui emporte tout sur son passage. Mais le bateau renversé commence à couler, le pêcheur est coincé sous la coque, il faut faire vite. Heureusement, les secours ont aussitôt été alertés. En quelques minutes, les sauveteurs sont sur place, mais difficile de savoir exactement où se trouve le pêcheur. J'étais prêt à sauter tout de suite, mais j'ai dû attendre que le bateau soit complètement renversé, car je ne savais pas exactement où aller. Heureusement, le pêcheur a réussi à s'extirper de son bateau. Il est maintenant hors de danger. Mais la Californie est une région à risque. Les tremblements de terre y sont fréquents. Ne peut-on pas prévoir de tels phénomènes? Le tsunami lui-même n'est pas détectable. Par contre, ce qui est détectable par les géophysiciens et par leur réseau de sismographes, c'est les tremblements de terre et leurs épicentres, c'est-à-dire l'endroit où ils se produisent. On peut très bien prévoir qu'une onde risque d'arriver, un tsunami risque d'arriver à tel endroit, à tel moment, et prévenir les populations éventuellement. Le tsunami se propage à une vitesse spectaculaire et l'on a donc très peu de temps pour réagir. Mais s'il était possible de prévoir l'arrivée d'un tel phénomène, quelle latitude vaudrait-il mieux adopter? Rester au large ou regagner le port à toute vitesse? Au large, l'onde de tsunami ne présente pas de danger particulier, c'est une onde de faible amplitude, donc le bateau serait tout simplement monté légèrement et redescendu tout doucement. La seule raison de cette affaire, c'est la variation de la profondeur. C'est lorsque cette onde arrive près de la côte que la présence et la forme du fond la font déferler, et c'est le déferlement qui présente les dangers évidents qu'on voit ici. Le pêcheur a eu beaucoup de chance de parvenir à se dégager de son bateau, surtout qu'il ne savait pas nager. Épuisé, il a sagement attendu l'arrivée des secours, agrippé à un bout de bois. Il est sorti du bateau. Il s'agrippait à un morceau de la cabine qui lui permettait de flotter. J'ai aperçu ses bretelles, ça voulait dire qu'il avait sur lui sa tenue de pêcheur et elle se remplissait d'eau. C'était un miracle qu'il n'ait pas perdu connaissance quand le bateau s'est retourné. C'est aussi un miracle qu'il ait réussi à se dégager du bateau. Et si personne n'avait été là, il se serait noyé. Heureusement, le pêcheur a pu être sauvé à temps. Mais difficile de trouver une solution pour éviter de tels accidents. La seule possibilité serait de réaménager le fond des mers à l'approche des côtes, un investissement beaucoup trop lourd pour un phénomène plutôt rare. Taxi, un film déjà culte, produit par Luc Besson et réalisé par Gérard Pires. Après 3 mois d'exploitation en salle, succès total, Taxi trône actuellement parmi les 10 premiers films du box-office. La particularité de Taxi, ce sont ses cascades. Son réalisateur a fait plus fort que dans les James Bond. Il y a plus de 40 cascades dans le scénario. 40 cascades pour 5 semaines de tournage dans les rues de Marseille et à vitesse réelle. Un challenge qu'a relevé Michel Julien en faisant appel à plus de 30 cascadeurs ainsi qu'à des pilotes professionnels. Mais attention, de telles cascades présentent des risques. Michel Julien nous explique l'une des plus complexes à réaliser. Voilà la répétition d'une des cascades vraiment très difficile que j'ai eu à mettre au point sur ce film. Difficile et dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire une percussion de véhicules dans un carrefour au milieu d'une quinzaine d'autres véhicules. Ça se joue alors de 1 à 2 centièmes de seconde près. Avant d'obtenir un résultat satisfaisant au niveau des timings, ça nous a demandé 1h30 de mise en place et de répétition, avant de pouvoir lancer justement l'action que nous allons voir maintenant, qui va jusqu'à l'impact. C'est une fois que tout le monde a été descendu des voitures, qu'on a vu que tout le monde était sain et sauf, qu'on a poussé un grand ouf de soulagement. Autre cascade extrêmement dangereuse. Cette fois, 2 voitures doivent poursuivre le taxi dans une toute petite rue à plus de 100 km/h et en zigzagant entre les poteaux. Clou de la cascade, un camion qui se renverse après avoir frôlé l'une des voitures. Là encore, tout doit être prévu au millimètre et à la seconde près. En dehors du fait d'un timing très précis à assurer, regardez bien où va passer la roue du camion par rapport à la pilasse du pont.
Il restait quelque chose comme peut-être entre 10 et 15 cm. S'il venait à toucher le pilier du pont, le camion n'aurait plus la même réaction et la cascade ne serait plus ce qu'elle doit être. En fait, pour le film, il a fallu environ 80 voitures. Mais je veux préciser qu'on n'en a pas cassé une de plus que prévu et que par ailleurs, la plupart des voitures étaient soit des voitures d'occasion qui ne marchaient pratiquement plus, soit des voitures où il y avait des défauts de fabrication et qui étaient de toute manière destinées à la casse. Au fil des jours, les cascades se succèdent, mais pour une fois, la quantité ne nuit pas à la qualité. Gérard Pires et Michel Julien ont même tenté un inédit du jamais vu, ni à la télé ni au cinéma, un choc frontal. La difficulté de cette cascade, c'est que nous ne l'avions jamais réalisée avant. Nous avions très peu de temps pour l'exécuter sur place. Et lorsque la voiture percute la Mercedes en face, il fallait trouver la solution pour pouvoir le faire à coup sûr. Mais comment faire pour ne pas mettre les pilotes en danger? Donc j'ai imaginé de faire un tremplin vissé à une voiture et l'autre voiture vient heurter de face et part en tonneau. Donc j'ai expliqué cette idée à Michel qui l'a mise en œuvre et là il a fait des essais. Là voilà, on va avoir un essai. Et comme la caméra se trouve dans l'axe derrière, on ne voit pas le tremplin. La difficulté dans tout ça, c'est de faire en sorte que les actions semblent fluides tout en prenant le moins de risques possible. Le secret, répétition et précision. Mais au fait, ne faut-il pas être un peu fou pour faire un tel métier? Certaines personnes pensent que les cascadeurs sont des fous furieux ou des trompe-la mort. Non, je ne pense pas, loin de là. La cascade est un métier sérieux parce qu'il est question tout simplement de jouer sa santé. C'est tout le contraire d'un fou furieux, un cascadeur. C'est quelqu'un de réfléchi et plutôt quelqu'un de posé. Enfin, grâce à la rigueur et à la compétence de l'équipe de cascadeurs, il n'y a eu lors du tournage aucun accident imprévu. Mais s'il vous arrive un jour prochain de prendre un taxi marseillais, rappelez-vous bien ces scènes et ne bousculez pas le chauffeur. Un soleil de plomb, des vagues gigantesques, Hawaï, c'est le paradis pour les surfeurs du monde entier. Les rouleaux de plus de 10 mètres de haut se brisent sur une barrière de corail. C'est une plage dangereuse et les surfeurs le savent. Mais ce jeune débutant n'imaginait pas risquer sa vie en montant sur sa planche. Heureusement, un homme est témoin de sa chute et il donne l'alerte. La spécificité de cette vague, c'est qu'elle est très grosse, très creuse et c'est peut-être la vague la plus dangereuse du monde. Dans les grosses vagues, il faut des planches plus grandes. C'est pour ça qu'il est parti un peu dans le vide. Sa planche n'a pas accroché à la vague. Il a ricoché parce que la vague va vite. Le surfeur a heurté la barrière de corail. Il ne remonte pas à la surface. Il faut intervenir. Donc là, on voit la planche, hein, le nez est dressé. Le gars est sans doute au fond, inconscient. Donc on intervient à 3 parce que là, c'est un cas grave, hein, une victime inconsciente qui risque, avec une noyade imminente. Donc le sauveteur en jet ski arrive le premier. Il va tirer le leash, c'est-à-dire le lien entre la planche et le surfeur, mais il ne va pas pouvoir charger une personne inconsciente. Il n'y a aucune tonicité musculaire, la personne est complètement relâchée, il ne pourra pas charger de 75 kg, d'autant plus que lui, il doit faire attention aux vagues qui arrivent. Donc il va avoir absolument besoin des sauveteurs partis de la plage qui vont arriver. Il va y avoir un sauveteur qui arrive, qui va prendre en main la victime, la charger sur la planche, et la maintenir plaquée contre la planche. La petite remorque qu'il y a derrière le jet ski. Le surfeur sera ramené sur la plage et réanimé sur place. Succès total pour ces sauveteurs, mais sans le jet ski, il se serait sans doute noyé. Une technique aussi utilisée en France. L'intérêt du jet ski, là, dans ces conditions de mer, c'est d'intervenir beaucoup plus rapidement. Quand ils n'avaient pas de jet ski, les interventions, il fallait partir à la nage, ça durait 10-15 minutes, alors qu'en jet ski, ça prend une poignée de minutes. Nous, sur Anglette, avec le jet ski, on travaille en général à une seule personne. Tout ça, c'est pour un gain de maniabilité. Il y a une seule personne, c'est le pilote, et il va intervenir sur appel. Et il va venir en relais d'autres sauveteurs qui sont déjà sur l'intervention. Par contre, les jours où la mer est un peu exceptionnelle, assez grosse, ou bien on intervient dans des zones qui ne sont pas surveillées, où il n'y a pas de ménageur en poste, là, on interviendra à 2. Un pilote et sur la planche ou à l'arrière du jet, un autre sauveteur qui, lui, va plonger au moment où on va arriver sur la victime, la prendre en compte. Pendant ce temps, le jet va faire un tour, toujours pour éviter les vagues. On ne peut pas rester en statique trop longtemps dans la mesure où, dès que le jet est immobilisé, il peut se faire retourner par les vagues.
Donc le sauveteur prend en main la victime, le jet revient, charge tout le monde et on rentre au bord. Du moment qu'on surfe sur une barrière de corail, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux l'effleurer, tu peux t'accrocher dedans, tu peux rester coincé dans des trous. Moi, quand on monte ça, je pense qu'il est mort, quoi, le mec. Vraiment, c'était impressionnant. Quand on est dans ce rouleau-là, c'est incroyable, on se croirait dans une machine à laver, quoi. Ça n'arrête pas de bouger, on ne sait pas où est la sortie, t'arrêtes pas de tourner. C'est un cauchemar. Un cauchemar dont s'est heureusement réveillé le jeune surfeur accidenté. Quelques semaines plus tard, il remontait sur sa planche, mais sur une autre plage. Décembre 1992, à quelques dizaines de mètres des côtes espagnoles, un pétrolier prend feu et menace la vie de milliers d'habitants. La Corogne figure parmi les premiers ports d'Espagne. Chaque année, les pétroliers y déchargent des millions de tonnes de pétrole venus de la mer du Nord, destinés aux raffineries. À quelques encablures du port, dans la nuit du 2 décembre 92, à 4h50, le commandant du pétrolier grec Agency comprend trop tard que son compas lui indique une fausse route. À pleine vitesse, il heurte les rochers bordant la côte. Rodolfo Garcia est un vétéran parmi les pilotes du port. Les réglementations maritimes exigent qu'il monte à bord des pétroliers avant leur entrée dans le port pour les guider à quai. Mais ce jour-là, le commandant du navire grec n'a pas respecté cette règle. Et lorsque Rodolfo se rapproche du bateau, il craint le pire. L'air empestait l'odeur du pétrole brut. L'Agency s'était vraiment échouée. Il n'y avait plus d'espoir. Nous étions déjà entourés par une nappe de pétrole. Aujourd'hui, dans le monde entier, des unités d'élite comme les marins-pompiers du Fost à Marignane sont entraînés à intervenir 24 heures sur 24 sur ce type de catastrophe. L'Agency est un navire à double coque, c'est un obot, et en cas d'échouement, des vapeurs de pétrole peuvent s'immiscer entre les deux cloisons et elles peuvent s'enflammer, voire exploser. Face à l'urgence et à l'impossibilité de stopper le désastre écologique, le pilote du port lance un appel aux hélicoptères pour évacuer le capitaine et les 28 membres d'équipage. Les vents soufflent à plus de 100 km/h et les vagues qui secouent le navire rendent l'évacuation lente et difficile. Les vapeurs de pétrole envahissent l'atmosphère et peuvent exploser à tout moment en s'engouffrant dans les turbines des moteurs. Parfois, il vous vient l'envie de demander à Dieu pourquoi vous avez été choisi pour décider qui doit être évacué et qui doit encore attendre. À l'aube, Rodolfo et plus d'une douzaine d'hommes attendent encore d'être secourus. Dans son hélicoptère, Luis Suarez multiplie les risques en s'approchant dangereusement du navire à chaque hélitreuillage. Une fissure est une fissure. Elle est toujours dangereuse pour un navire. C'est pire pour un pétrolier. Même un simple jeu entre les parois peut provoquer une étincelle et ensuite, c'est l'explosion. On a l'impression de survoler une bombe. Les heures passent et la situation devient de plus en plus critique. Les vapeurs de pétrole s'étendent dans l'atmosphère, devenues irrespirables, mais l'équipage ne peut même pas sauter du navire car la tempête fait rage et il risquerait de se noyer ou d'être écrasé contre les rochers. Soudain, alors que Louis est en plein hélitreuillage, ce qu'il craint se réalise. Les réservoirs explosent les uns après les autres. Le tanker se transforme en un gigantesque brasier. Un puissant souffle déstabilise l'hélicoptère. J'ai tenté de rester en vol stationnaire, mais soudain, nous avons été pris dans l'air chaud et l'hélicoptère est devenu très instable. Louis est alors obligé de s'éloigner en pleine manœuvre, le matelot toujours suspendu sous l'appareil. Rodolfo et les 6 membres d'équipage n'ont plus le choix, ils sautent à la mer en essayant d'éviter au maximum la nappe de pétrole enflammée. Il fallait à tout prix échapper aux flammes. Je prenais de l'eau dans la bouche pour voir si c'était de l'eau de mer ou du pétrole, et lorsque je sentais que c'était saturé de brut, je nageais. Enfin, grâce à un canot de sauvetage, ils arriveront à se frayer un passage entre les rochers et le pétrole en flammes. Mais si l'équipage est hors de danger, c'est maintenant toute la ville qui est menacée. Des centaines de personnes sont évacuées d'urgence. Manuel Santala fait partie de ceux qui doivent quitter leur maison devant ce gigantesque mur de feu qui s'étend inexorablement. C'était le chaos. Des gens essayaient de s'échapper par tous les moyens possibles. Les autorités sont inquiètes. Les vents violents peuvent rabattre le feu vers la ville et mettre en péril la vie de 270 000 habitants. Toute la baie de la Corogne, qui mesure entre 15 et 20 km de large, n'était que fumée et flammes. C'était une gigantesque boule de feu. Toute la mer était en feu. À la tombée de la nuit, les pompiers surveillent toujours la mer en feu. La zone est isolée par un cordon de sécurité.
brûle partout. Dans cette situation, on pourrait penser qu'il faut éteindre. En fait, on laisse brûler, car c'est un moyen d'éviter la pollution marine. Tout ce qui aura été brûlé de la cargaison sera autant qui ne sera pas à la surface de la mer. Le deuxième jour, la Giant-Sea se brise en deux. Les autorités savent que 25 000 tonnes de pétrole, toujours dans la coque, peuvent encore s'embraser. Mais au crépuscule, l'incendie prit fin spontanément, sans provoquer l'explosion tant redoutée. Pourtant, les flancs du navire déversaient toujours dans la mer leur dangereuse cargaison. Les autorités cherchent le moment opportun pour pomper le pétrole hors du navire, mais les orages les en empêchent. En 2 jours, la nappe de pétrole couvre près de 20 km². Il faudra attendre 1 semaine avant que les vents se calment et que l'on puisse enfin commencer le nettoyage des 70 000 tonnes déversées. Pour préserver l'équilibre écologique de la zone, aucun dispersant chimique ne sera utilisé. 1 mois de travail acharné sera nécessaire pour effacer les traces les plus visibles du drame. De nombreux volontaires se mobilisent pour sauver le plus d'animaux possible. 6 ans après le drame, aucun des habitants de la Corogne n'a oublié le jour où la mer s'est embrasée. Non, ce n'est pas un épisode d'alerte à Malibu, mais la triste réalité. Ryan Casquet, 15 ans, est en train de se noyer. Depuis de longues minutes, il se bat contre le courant et là, il est au bord de l'épuisement. Ryan et ses amis ont l'habitude d'aller surfer après les cours. Surpris par le courant, ils ont tous réussi à regagner le rivage, tous sauf Ryan. L'un d'entre eux a alerté les gardes-côtes qui se précipitent, mais c'est peut-être déjà trop tard. L'hélicoptère survole la côte à basse altitude car ils ignorent où se trouve Ryan exactement. À l'intérieur, les sauveteurs sont prêts à intervenir. Vu d'en haut, l'océan paraît calme et immense. Soudain, à 1 km au large, les gardes-côtes localisent enfin l'adolescent. L'hélicoptère se dirige droit sur Ryan. L'adolescent se débat et arrive à peine à maintenir sa tête hors de l'eau. Conscient qu'il n'y a plus 1 seconde à perdre, le sauveteur se jette à l'eau. Il nage vers Ryan le plus vite possible. Enfin, il l'atteint et le prend dans ses bras pour le soulager jusqu'à l'arrivée de la nacelle. Dès que l'hélicoptère est positionné, les sauveteurs la descendent. Le plongeur y place aussitôt l'adolescent épuisé. Ryan se souviendra toujours de sa remontée interminable vers l'hélicoptère. Épuisé, mais sauvé. Quelques années plus tard, il raconte. Je me souviens avoir été attrapé par quelqu'un. Le soleil m'éblouissait, je ne pouvais pas voir son visage. Tout ce qu'il m'a dit, c'était que tout allait bien se passer. Ryan s'est débattu près d'1 heure dans l'eau avant que les secours n'arrivent. Il souffrait d'épuisement et d'hypothermie. Les sauveteurs l'ont donc enroulé dans une couverture et l'ont conduit à l'hôpital où il est resté quelques heures en observation. Ryan sait aujourd'hui que l'équipe de secours lui a sauvé la vie et il ne l'oubliera jamais. À ce moment-là, je pensais à une seule chose, c'est que j'avais réussi à m'en sortir. Octobre 1994, un nuage assombrit le ciel de Mauritanie. C'est une invasion de criquets. Des milliards d'insectes pour l'invasion du siècle, des insectes qui mesurent jusqu'à 10 cm de long. Regroupés en essaims, ils parcourent des milliers de kilomètres, ravageant tout sur leur passage. Cette année-là, toutes les conditions météorologiques sont réunies pour une invasion exceptionnelle. Les pluies abondantes et la chaleur humide ont favorisé l'éclosion des œufs. Et même si un criquet ne vit que 6 mois, il a le temps de détruire pour se nourrir d'immenses étendues de végétation et de culture. En Mauritanie, les dégâts sont considérables. Le nuage d'insectes est gigantesque. On a des informations des pêcheurs qui viennent, qui nous disent qu'ils s'étalent sur 140 km et que nous-mêmes, nous avons vu la largeur, ça peut aller de 2 à 7 km. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en général, un kilomètre cube, il peut contenir plusieurs dizaines de millions à quelques milliards d'individus par kilomètre cube. Porté par le vent, le nuage est venu de la mer Rouge, en passant par le Maroc et l'Algérie. Le matin, donc, il commence à s'envoler et il s'envole donc toute la journée en faisant des tourbillons, des mouvements circulaires, des escales. Et la nuit, dès qu'il fait sombre, il s'arrête et la température également, dès qu'elle baisse, il s'arrête, il perche sur les touffes et il passe la nuit en mangeant. À la recherche de zones humides et de nourriture, les criquets dévorent tout sur leur passage.
Peu de récoltes échappent à leur appétit vorace puisqu'ils consomment jusqu'à 2 fois leur poids par jour. Pour se défendre contre l'envahisseur venu du ciel, les agriculteurs utilisent toutes sortes de subterfuges. Mamadou, lui, s'est battu pour sauver sa récolte. Il se souviendra longtemps de l'arrivée des criquets. Comme un vent qui souffle. Et puis, finalement, vers 7h, 7h et quelques, il ne peut plus bouger, il a passé la nuit sur les arbres, comme vous voyez la trace comme ça. Pour vous défendre, on prend le pneu, on le brûle, et pour que la flamme souffle en haut, pour le chasser, on achète des sacs. Alors, pour découvrir les jardins, et avec des pots, comme ça, on le tape comme un tam-tam. C'est pour renvoyer les criquets. Pour lutter contre ce fléau, les moyens des autorités mauritaniennes sont dérisoires. Mais grâce à l'aide internationale, le pays a pu s'équiper de petits avions qui pulvérisent de l'insecticide. 1200 heures de vol et 270 000 litres de produits répandus ne parviennent pas à venir à bout du nuage dévastateur. Des scientifiques venus de France, d'Allemagne, d'Angleterre et même des États-Unis tentent de venir en aide aux populations. On essaie de supprimer les larves quand elles rampent encore au sol ou les criquets en escale, plus faciles à atteindre qu'en vol. Découragés, ruinés, certains paysans abandonneront tout à cause des criquets. Mais nul n'a trouvé de remède miracle pour anéantir totalement cette nuée d'insectes. Malgré les moyens mis en œuvre, seulement 10% du nuage sera détruit. Le reste poursuivra son vol vers les pays voisins jusqu'à épuisement. Houston, Texas, le grand stade est plein à craquer. On est venu voir un fou du guidon sur sa drôle de machine, une moto équipée d'une aile Delta. Il a décidé de battre le record du monde de saut en survolant des camions à plus de 110 mètres de haut. Son meilleur ami filme la scène. Après un décollage réussi, le vol ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Jimmy Lynn Davis est cascadeur et sa moto deltaplane est unique au monde. Il l'a conçue minutieusement et il s'entraîne dessus depuis des années. Après une répétition dans le désert du Mojave, tout semble fonctionner parfaitement. Jimmy et son équipe avaient tout calculé. La vitesse de la moto, l'inclinaison du tremplin et même la position du pilote. Pour garder l'équilibre de la machine, il faut basculer vers l'arrière au moment de l'élan, puis vers l'avant au décollage. Après des mois de préparation, c'est la minute de vérité pour Jimmy et son équipe. Pour le spectacle, on a accroché des fusées scintillantes aux extrémités de son aile. Au début, je pensais que tout allait bien. Sa montée était nickel. Et quand j'ai vu la bécane se retourner dans l'air puis caler, je me suis senti... Enfin, j'ai l'estomac qui s'est noué. J'ai continué à filmer, mais je savais que ça allait mal se passer. J'ai eu peur pour lui, quoi. Après cette chute impressionnante, Chris pensait ne jamais revoir son ami. Mais Jimmy s'est vite remis de ses quelques blessures. La première fois que j'ai visionné la cassette, j'ai vu ce qui s'était passé. L'aile n'a pas pris le vent. C'est comme si j'avais calé en avion. Si tu cales, tu pars en vrille et ça se passe si vite que tu ne peux rien faire. Bref, l'aile s'est retournée et quand l'aile se retourne, tu tombes comme une pierre. J'avais très bien décollé du tremplin pourtant. Je ne pensais qu'à une chose, franchir les camions et trouver un endroit pour atterrir. Je recommencerai. Si les conditions sont bonnes, il n'y a aucun problème. Comme tous les cascadeurs, Jimmy a la tête dure. Cette région de Nouvelle-Zélande est connue pour ses vagues spectaculaires provoquées par des cyclones côtiers.
Un touriste qui filmait les vagues claquant contre les rochers aperçoit soudain dans son objectif, en haut à droite de l'image, un jeune homme dangereusement perché sur la falaise. Il était là, debout sur la falaise, et je m'apprêtais à lui crier « Écoute, pars-toi de là, dépêche-toi, tu vas te faire emporter !» Mais il est trop tard. En quelques secondes, le garçon est happé par une énorme vague qui l'entraîne entre les rochers. Il s'appelle Kendall Cooper, il a 18 ans. La violence du choc est terrible. Là, vous avez le type même de l'inconscient et du fou, qui bon, est pris par une vague, projeté dans l'eau. Il aurait pu être projeté contre les rochers et périr instantanément. Alors que là, il est tombé dans la vague, il est tombé dans l'eau, il se retrouve conscient en train de surnager à quelques mètres du bord. Un surfeur a assisté à la scène. Aussitôt, il se précipite vers le jeune homme pour tenter de le secourir. Au même moment, un maître nageur, prévenu par des témoins, affronte lui aussi les vagues en direction de l'accident. Ces gestes courageux ne facilitent pas toujours la tâche des sauveteurs. En aucun cas, il faut se jeter à l'eau pour aller récupérer cette victime sans un moment de réflexion. Il faut éviter le suraccident, il faut éviter d'avoir deux victimes. Si la première personne qui est tombée à l'eau est dans un milieu dangereux, il faut essayer de contourner ce milieu pour faire un sauvetage plus efficace. Les secours se mettent en place rapidement. Maintenant, 3 hommes sont en danger. Mais la mer est tellement déchaînée qu'il faudra 20 minutes au bateau pour arriver sur les lieux de l'accident. Pendant ce temps, les 2 sauveteurs improvisés aident le garçon à garder la tête hors de l'eau. J'ai essayé de le stabiliser confortablement. Il avait une égratignure sur son épaule qui s'était déchirée sur les rochers. Les secours ne pourront charger à bord que le blessé et le surfeur. Le maître nageur repartira à la nage. Mais comment aurait-on fait en France? En France, sur une mer de ce genre, on enverra certainement plus l'hélicoptère. Vous avez des hélicos qui sont d'alerte et qui en 5-10 minutes sont là. En France, sur ce type de côte, les mesures de sécurité, panneaux de signalisation et mise en garde sont multipliées par les maires des communes, et pour cause. Lorsque vous faites une imprudence et que vous vous noyez, le responsable, c'est le maire, parce qu'il est responsable sur son territoire. Kendall Cooper s'est finalement complètement remis de ses blessures qui n'étaient que superficielles. Mais il n'ira plus jamais escalader les falaises abruptes. Vendredi 15 mai, 16h, Paris, 17e arrondissement. Une étrange agitation survient à quelques pas des bureaux de Plain-les-Yeux. Au même moment, l'une de nos équipes part en reportage. En levant son objectif, le caméraman saisit sur le vif une aventure incroyable, celle de Nestor, un charpé de 17 mois coincé depuis plus d'1 heure sur le rebord d'une fenêtre au bord du vide. Il est à plus de 6 mètres du sol. Ses maîtres sont absents, impossible de pénétrer dans l'appartement. Les pompiers ont mis en place une première échelle. Alors là, l'échelle elle est trop juste, elle est trop courte. Et avec le poids du chien, j'ai peur de faire avec lui. Donc, oh, il a l'air gentil. Les pompiers décident de faire venir la grande échelle réservée normalement à des interventions plus importantes. L'un d'eux tente de rassurer Nestor, mais le chien s'impatiente. Il tente de s'asseoir, mais l'espace sur lequel il se trouve est trop étroit. Enfin, la grande échelle arrive et les pompiers se préparent à intervenir. Mais le bruit de l'échelle terrorise Nestor qui n'est pas encore tiré d'affaire. Car plus l'échelle s'approche de lui, plus il a peur et tente de s'enfuir. S'il saute ou s'il dérape, c'est la chute. Le pompier essaie de lui parler et Nestor semble l'écouter. Mais c'est plus fort que lui. Lorsque l'échelle s'approche vraiment, il a le réflexe de s'en éloigner. Le pompier se retrouve alors trop loin pour pouvoir le rattraper s'il tombe. En bas, tout le monde retient son souffle. Enfin, les 2 pompiers arrivent au niveau de Nestor. Ils comprennent tout de suite qu'il est très gentil et qu'il ne va pas tenter de les mordre. Quant à Nestor, il semble avoir compris lui aussi que les pompiers ne lui veulent aucun mal et qu'il va bientôt être sorti d'affaire. Et voilà, en bas, tout le monde applaudit, Nestor est sauvé. Les pompiers referment la fenêtre de leur mieux, mais un dernier rebondissement les attend. À cause du vent, la fenêtre s'est ouverte à nouveau et tout le monde se demande si Nestor ne va pas recommencer. Je pense pas qu'il va recommencer. Il a eu peur, il était terrorisé. Ouais. Et il est un peu fatigué aussi. Vers 19h, l'équipe de Plain-les-Yeux constate que les maîtres de Nestor sont rentrés. Nous nous précipitons pour prendre des nouvelles du rescapé qui va bien.
C'est nous qui apprenons à monsieur et madame Chaumette l'aventure de Nestor, aventure qui a d'ailleurs laissé des traces. Ces marques de griffes sont bien la preuve que Nestor a failli tomber et qu'il s'est rattrapé. Ah ben, tout finit bien, c'est formidable, le chien est là, un mot du tout. Et oui, tout est bien qui finit bien. Nestor a eu droit à de gros câlins. Son aventure de l'après-midi ne l'a pas empêché de dormir tranquille. Mais à quoi rêve-t-il? C'est une question à laquelle nous ne pourrons jamais répondre. En tentant d'escalader la paroi glissante d'une falaise, un alpiniste amateur s'est retrouvé coincé au milieu de la pente abrupte. Un sauveteur tente de le secourir, mais son intervention tourne mal. Cette scène a été filmée par des touristes près de la côte de Washington, au pied du mont Hambourg. Un alpiniste amateur est bloqué sur le flanc de la falaise. Un hélicoptère de secours a immédiatement été envoyé sur place. Le sauveteur, accroché à un câble, tente de se stabiliser à côté de la victime. Mais soudain, son cordon de sécurité lui échappe. Dès lors, le moindre faux pas, et c'est la catastrophe. On voit la sangle qui chute. Je pense que c'est une erreur du secouriste. Il est un petit peu mis devant la situation délicate, le terrain meuble, la pente raide, le souffle de l'hélico qui perturbe énormément. Ça ne nous serait pas arrivé puisque nous on emploie des baudriers de ce style-là qui restent en permanence accrochés à nous et qui sont donc beaucoup plus pratiques et beaucoup plus sécuritaires. Les sauveteurs restés à bord de l'hélicoptère font descendre une nacelle pour y installer la victime. Mais dans la panique, l'alpiniste déséquilibre celui qui était venu le sauver. La victime, lorsque le panier est arrivé le long de la paroi, a voulu s'en saisir de façon à se mettre en sécurité. Elle voulait certainement y monter très vite. Et lorsqu'elle a fait ce mouvement pour attraper le panier, elle a bousculé le sauveteur et en projetant donc le sauveteur dans le vide. Les nacelles ne sont normalement utilisées que pour les sauvetages en mer. Mais c'est l'hélicoptère le plus proche qui est intervenu. Cet appareil est fait pour faire du secours en mer. Donc il n'est pas adapté à faire du secours en falaise ou en paroi. Donc il a utilisé les moyens qu'il avait à sa disposition pour porter assistance le plus rapidement possible à une personne qui était en difficulté. Si ça se trouve, même le sauveteur qu'on voit descendre au bout de la sangle n'a pas l'habitude de travailler en paroi. Ce n'est pas forcément un montagnard, donc quelqu'un qui a été formé à travailler dans des parois verticales. On n'avait aucune méthode à l'époque pour le secours sur falaise. Et à ce moment-là, on a commencé dans la région à développer des techniques qui nous permettent de rester attachés pendant toute la durée du sauvetage. C'est beaucoup plus sûr. Heureusement, la végétation qui recouvrait les rochers a amorti les chocs et le sauveteur a survécu à cette chute vertigineuse. Joanne Savage est hôtesse de l'air depuis 10 ans. Jamais elle n'aurait imaginé sauver la vie de 3 personnes pendant un vol de routine. Et pourtant... C'était un vol de routine. Tout était normal. Le temps avait été nuageux entre Heathrow et JFK. Nous avions un peu moins de 400 passagers à bord. J'ai décidé, quand j'ai vu une petite éclaircie entre les nuages, de regarder par le hublot. Et en regardant par le hublot, Joanne aperçoit une épaisse fumée noire. Elle est loin de se douter du drame qui se joue 10 000 mètres plus bas. C'était vraiment incroyable. J'ai vu la traînée de fumée noire et je savais qu'il ne s'agissait pas d'un nuage. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait vraiment quelque chose en feu dans l'eau. Je suis tout de suite allée à la cabine de pilotage pour prévenir le commandant. Le commandant de bord alerte les gardes-côtes. Un hélicoptère est immédiatement dépêché sur place. Au même moment, une fusée de détresse jaillit du bateau en feu. La situation semble dramatique. Malgré l'épaisse fumée noire, les sauveteurs distinguent 3 pêcheurs dans le canot de sauvetage. Mais une surprise attend le plongeur descendu pour les sauver. La plus grande surprise que j'ai eue en arrivant près du canot, c'est qu'un des pêcheurs ne savait pas nager. Et vous connaissez l'expression « donner sa chemise » ? Eh bien, moi, je lui ai donné mon gilet de sauvetage. Pendant que l'avion de Joanne atterrit tranquillement à New York, l'équipe de secours s'active à élitreiller une à une les victimes. Il n'y a plus une seconde à perdre, car le canot de sauvetage est lui aussi gagné par les flammes. Les 3 pêcheurs sont gelés et sous le choc, mais ils sont sauvés. Enfin, l'hélicoptère atterrit à son tour et l'un des pêcheurs raconte alors ce qui s'est passé.
On commençait à rentrer et tout d'un coup j'ai senti de la fumée. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à la porte. Il y avait de la fumée noire partout, comme du caoutchouc qui brûle. Le gouvernail est tombé, donc on a juste eu le temps de se mettre dans le canot de sauvetage. Tout brûlait. C'est complètement incroyable que tout cela vienne uniquement du fait que je les ai vus durant quelques secondes très brèves. C'est sympa que tout cela ait pu se produire grâce à mon signal d'alerte, que ces gens aient pu être sauvés et renvoyés dans leur famille. Et oui, ces 3 hommes doivent leur salut à un ange gardien qui volait 10 000 mètres au-dessus d'eux. Boston, 15 h. Une opération de déminage va tourner au drame. Quelques heures auparavant, un colis suspect a été repéré devant les locaux d'une association. Les démineurs sont appelés d'urgence. Il semble s'agir d'une bombe. Dans un premier temps, ils décident de déplacer l'objet dangereux. Ils l'attachent au bout d'un fil, puis tirent délicatement la bombe jusqu'à un conteneur blindé. Mais est-ce la bonne marche à suivre? On s'aperçoit qu'il y a quand même une faute grave. C'est-à-dire que où le paquet était tout seul, on le ramène où il y a plein de gens et des véhicules. Là, il y a une petite erreur de manipulation. Le colis est bloqué par le garde-boue et le démineur va, sans tenue de protection aucune, bouger le paquet et le mettre pour qu'il puisse passer. Et là, on s'aperçoit que lui-même s'est aperçu qu'il avait fait une erreur. C'est Randy Lamatina qui est chargé de la phase la plus délicate. Il revêt pour cela sa flak jacket, une tenue de protection qu'utilisent aussi les démineurs français. Le bas, c'est une salopette qui monte jusqu'en haut, recouvert avec une partie supérieure. Pour enfiler cette tenue très lourde, il faut obligatoirement être 2. Ça, ce sont des plaques de Kevlar. Le Kevlar, une matière qui, en cas d'explosion, protège les démineurs de l'effet de souffle dû à la bombe. Alors, il y a une grande collerette, c'est pareil. C'est pour protéger des éclats. Parce qu'au service des déminages, il est déjà arrivé qu'une voiture piégée ait fonctionné. Et comment un gars s'était pris un éclat au niveau du cou. Depuis, la tenue a été revue. Donc le gars est équipé aussi donc, au niveau du casque d'une ventilation qui lui permet, lors de l'intervention, de pouvoir respirer correctement. Voilà. Maintenant, là, il ressemble à un cosmonaute et il est prêt à intervenir. Mais Randy, le démineur américain, va commettre une grave erreur. À la dernière minute et sans aucune raison, il enlève sa tenue de protection. Puis, il se penche au-dessus du container et soudain, c'est l'explosion. Ce qui devait arriver arriva. Le colis a explosé et il avait la tête au-dessus. Regardez bien ici, l'aide des mineurs va tirer sur la ficelle, ce qu'il ne faut pas faire, dans la mesure où son collègue est en train de travailler dessus. Vous voyez la ficelle qui se tend et boum. En bougeant le paquet, ça a sûrement dû déclencher un contact et faire fonctionner le paquet. Je crois qu'il a eu de la chance, là, parce que le paquet, bon, ça doit être un paquet artisanal, qui, ma foi, avec les compositions un peu mélangées, n'ont pas été parfaites. Il y a juste eu une déflagration avec un dégagement de chaleur intense. Si vraiment il y avait eu une détonation forte, la tête, il est resté. Randy sera immédiatement conduit à l'hôpital. Il sera sauvé. Bien des années plus tard, il se souvient. J'ai subi plusieurs opérations de chirurgie réparatrice. On m'a retiré des éclats dans le bas du crâne. J'ai 3 doigts en très mauvais état. Je ne peux plus bouger cette main-là. Et je n'ai plus de sensation dans la main. Le coéquipier de Randy, lui, est effondré. Il se sent responsable. Son collègue a l'air de regretter ce qu'il a fait, mais c'est trop tard. C'est un genre de métier aussi, il faut bien analyser avant ses gestes, parce qu'après c'est trop tard. On ne peut pas, comme à la cassette, refaire un demi-tour et rechanger. En France, un drame comme celui-ci ne doit pas arriver, car la règle est très stricte. On ne doit jamais déplacer un colis piégé. Si le système est apparent, est évident, lorsqu'il s'agit de couper un fil par exemple, un démineur peut intervenir sur place après avoir fait respecter un périmètre de sécurité. Mais face à un objet plus sophistiqué, la règle est simple, il faut le neutraliser à distance. Pour ça, plusieurs techniques sont envisageables. La plus étonnante est un petit robot radioguidé qui pulvérise sur l'objet un jet à très haute pression. De cette façon, le colis est détruit avant même d'avoir explosé. Quant à Randy Lamatina, suite à son accident, il a changé de métier. Aujourd'hui, il n'est plus démineur. Cette cassette, je l'appellerai ce qu'il ne faut pas faire. Et bon, a priori, elle est à donner en formation.
Elle est très intéressante parce que c'est tellement plein d'erreurs. J'en ai même gardé une copie pour faire voir aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Voilà un dîner pas comme les autres. En hors d'œuvre, une ampoule grillée bien sûr, et en plat de résistance, une fricassée de punaises et de lames de rasoir bien aiguisées. Bon appétit, messieurs. Et oui, manger tout et n'importe quoi, c'est insensé et surtout dangereux. Mais pour certains, c'est un métier. Nous avons retrouvé un professionnel du genre dont le palmarès est impressionnant. D'abord, la chose la plus grosse que j'ai mangée, la plus impressionnante, c'est un avion. Après, j'ai mangé 18 bicyclettes, autant de téléviseurs, autant de caddies de supermarché, j'ai mangé un ordinateur, j'ai même mangé un cercueil en Belgique. Il se fait appeler Monsieur Mange-Tout et affirme qu'il a commencé très jeune. Mais attention, c'est toute une technique. Ceux qui avalent n'importe quoi ont des trucs. On voit que c'est un gars, c'est un professionnel, il a la technique surtout de ne pas se couper. Là, il avale d'une façon intelligente. On peut voir les pointes des punaises, elles sont complètement aplaties. C'est pour éviter qu'il y ait un problème, parce que comme il avale plusieurs punaises, comme j'ai dit, il est peut-être fou mais pas marteau, il fait attention à la chose qu'il fait. Professionnel ou non, personne n'est à l'abri d'un accident. Et là, il faut opérer. Les corps étrangers rencontres alimentaires sont surtout rencontrées chez l'enfant. Les personnes un petit peu séniles aussi, les personnes démentes. Et puis également certains prisonniers qui, pour s'échapper, vont avaler des corps étrangers type fourchette, lame de rasoir. Et là, la perforation peut se produire. Pour ce chirurgien, le tube digestif est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a déjà trouvé... des tas de choses, trombone, anneau de piercing chez une jeune actrice, fève de la galette des rois, qui est bien solide, celle-ci en métal, vous voyez, chez une petite grand-mère, puis des tas d'objets plus simples, comme petite cuillère, petite clé, pièce de monnaie, ça c'est chez ma filleule, tiens, la pièce de monnaie. Chaque corps étranger avalé est un danger pour l'organisme, surtout à ces 3 passages critiques du processus de digestion. Le premier obstacle, l'étouffement, au niveau de l'oropharynx. Le deuxième obstacle, le cardia, c'est-à-dire la terminaison de l'œsophage, on hypersalive, on n'est pas bien et on peut mourir. J'ai vu des gens avaler des œufs, des choses comme ça, et avoir des troubles respiratoires épouvantables. Et puis, on arrive dans l'estomac, la troisième sortie, c'est le pylore. La sortie de l'estomac, donc la plus intéressante, puis ensuite, le passage dans l'intestin grêle. Et sauf processus pathologique, c'est-à-dire sauf maladie, rétrécissement de l'intestin, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de problème ailleurs. En fait, l'estomac pourrait contenir un objet de la taille d'un magnum de champagne. Mais comme il ne peut rien digérer d'aussi gros, Monsieur Mange-Tout se fait préparer tout spécialement ses repas. J'ai mon cuistot qui me découpe, qui me prépare, qui met ça dans une assiette, et avec une cuillère à soupe, les morceaux ne sont pas limés, les angles sont très pointus, et c'est très dangereux. Et là, je mange ça avec une cuillère, en toute tranquillité. Là, vous avez des professionnels qui mangent vraiment n'importe quoi et des choses bien pointues. Et vous allez voir les radios de Monsieur Mange-Tout, qui sont assez extraordinaires. Il se remplit l'estomac de différents corps étrangers métalliques. Ce qui est intéressant, c'est de constater la taille de ces petits corps étrangers. Et moi, je remarque qu'ils sont d'assez petite taille, puisque la limite pour le passage, à ce niveau-là, c'est la pièce de 5 francs. Les pièces de 1 franc passent très bien. Donc si vous avez un enfant qui avale une pièce de 1 franc, il n'y a pas de danger. Une pièce de 5 francs, danger immédiat, intervention. Bien entendu, les parents doivent être très vigilants pour éviter ce type d'accident. Heureusement, avalés volontairement ou non, certains petits corps étrangers peuvent être éliminés par les voies naturelles. Ouf! Le grand marathon de Sydney en Australie. Un spectateur filme l'épreuve. Soudain, il capte dans son objectif un hélicoptère de la télévision en difficulté au-dessus de la foule. Rien ne semble pouvoir arrêter sa chute. À l'intérieur de l'hélicoptère, le caméraman va continuer à filmer jusqu'à l'impact. Il a apparemment un problème grave dans son rotor de queue et là il tourne vers la droite, ce qui est vraiment très dramatique, très difficile en hélicoptère. Le pilote essaie de faire une manœuvre pour arrêter ce tourniquetis à droite, il l'arrête mais c'est un crash. Heureusement, l'hélicoptère s'est écrasé dans un champ, loin de la foule. Le pilote et les passagers sont légèrement blessés, mais tout le monde s'en sort, y compris le caméraman. Je filmais les athlètes, et tout d'un coup, on a commencé à tourner en rond. Et j'ai dit, bon sang, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris appui sur le patin d'hélicoptère, et ça m'a permis de rester dedans. Je me suis accroché, j'ai tenu bon, et voilà, nous sommes là.
Autre bon réflexe, celui du pilote qui a gardé le contrôle de son engin pour éviter qu'il ne s'écrase sur la foule. Mais pourquoi un tel accident s'est-il produit? Soit c'est la boîte de transmission qui a cassé, qui ne conduit plus les pales, soit c'est une des pales qui a lâché, soit c'est dans les commandes, mais une partie de tout ça a dû être inopérante. Ça aurait pu être extrêmement plus grave si le pilote n'avait pas été aussi compétent. Puisqu'on voit à la fin que le virage sur la droite se stabilise un tout petit peu, il le rattrape à la dernière minute. Bien joué pour le pilote. Grâce à la dextérité du pilote, ce qui aurait pu tourner au drame n'est plus en fait qu'un mauvais souvenir. Un atterrissage un peu mouvementé pour le pilote et ses passagers. Vous êtes sur le célèbre Golden Gate à San Francisco. Ce pont d'une hauteur de près de 300 mètres est considéré comme un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais vous allez voir qu'un homme le considère plutôt comme une cour de récréation, et ça, c'est totalement interdit. Cet homme, c'est Ron Broyles, il est cascadeur. Il s'est lancé un défi, sauter en parachute de la tour nord du Golden Gate. Ron va défier la mort et la loi dans un seul but, se faire plaisir. Gagné et sans la moindre difficulté. Regardez le saut filmé depuis le sol cette fois. C'est vraiment impressionnant. Ron a réussi son pari, il est euphorique, il hurle de joie et ses amis aussi. Ils vont maintenant aller le repêcher dans le Pacifique. Mais quelques mois plus tard, Ron décide de recommencer. Les conditions sont idéales pour sauter. Là, vous le voyez courir pour prendre de l'élan. Mais cette fois, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. En plein milieu du saut, le vent rabat Ron contre l'un des piliers du pont. J'adore l'aventure. J'adore faire des choses qui n'ont jamais été faites. J'ai sauté, j'ai déployé ma voile, j'ai regardé en haut, tout allait bien. Je me suis retourné et je me suis vu partir directement dans cet énorme mur d'acier. J'ai essayé d'amortir le choc avec mes jambes, puis je me suis retourné dans les suspentes du parachute. J'ai glissé et ma voile s'est prise dans les câbles en acier du pont, alors je suis resté suspendu. Ron est en danger. Il est suspendu 300 mètres au-dessus des rochers. S'il coupe son parachute, il s'écrase sur les récifs. Seule solution, se balancer au maximum pour tomber dans l'eau, et ça marche. Dans ma tête, la seule solution, c'était de faire comme le balancier d'une pendule, d'essayer de me balancer. Et j'étais exténué. Mes pieds commençaient à me faire mal parce que je m'étais cassé la cheville en percutant le pont. Alors je me suis balancé 2 ou 3 fois. La dernière fois, j'ai poussé très fort et lorsque je me suis trouvé au point le plus éloigné du pont, j'ai tout lâché et j'ai commencé à tomber. Les gardes-côtes sont aussitôt alertés. Ils doivent faire vite. Ron vient de faire une chute terrible. Il risque de se noyer. La première chose que j'ai vue, c'est une lumière rouge qui tournait. C'était le bateau des gardes-côtes qui venait me chercher. Ils m'ont pris et ramené à terre. Nous sommes montés dans la voiture de police et le mec m'a dit « Vous savez, c'était plutôt cool. » Cool, peut-être, mais totalement interdit. Les gardes-côtes ont sauvé Ron, mais ils lui ont également donné une forte amende. Manœuvre ratée pour un pilote pourtant très entraîné. Nous sommes à El Toreo, en Californie, où a lieu chaque année un meeting aérien exceptionnel. Les meilleurs pilotes du monde s'y sont donné rendez-vous. Aux commandes de leurs avions de chasse, ils multiplient les acrobaties et simulent des manœuvres de combat. Au sol, des artificiers provoquent des explosions pour rendre la démonstration plus réaliste. Jerry Caddick, colonel des Marines, 26 ans d'expérience, est l'un des aviateurs vedettes de ce meeting. Il va tenter une figure très risquée à une altitude dangereusement basse et à plus de 600 km/h. 350 000 spectateurs suivent l'action du pilote. Mais Caddick va malheureusement commettre une erreur d'appréciation. Il a commencé sa boucle trop bas, il n'avait pas assez d'énergie, il n'avait pas assez, si vous voulez, d'altitude pour qu'elle passe. Alors par contre, il a beaucoup de chance, parce que l'avion n'explose pas, l'avion reste entier, c'est très solide. Les flammes s'éteignent et il termine sa course pratiquement sur l'herbe. Les secours se précipitent vers la carcasse en feu. Il faut faire vite. L'avion peut exploser. Heureusement, Caddick est vivant, mais il est dans un état critique. Je m'attendais à chaque instant à ce qu'il s'arrête de respirer, à ce que son cœur lâche tellement ses blessures avaient l'air graves. Diplômé de la fameuse école Top Gun de la Navy, Jerry Caddick n'a peur de rien. On l'a même surnommé le kamikaze. Mais ce jour-là, il semble avoir surestimé ses capacités de vol. Le pilote n'a pas respecté, semble-t-il, une altitude de sécurité. En France, généralement, elle est de l'ordre de 100 mètres ou 300 pieds.
Ce qui permet justement de pallier une mauvaise estimation de l'altitude. Pourtant sûr de lui, Jerry n'a pas hésité une seconde lorsqu'on lui a proposé de réaliser cette manœuvre de combat ultra risquée. Aujourd'hui, il se souvient. Je n'étais pas inquiet. Je ne m'approche jamais d'un avion que je ne suis pas totalement préparé à piloter. Tous les pilotes de chasse de meeting aérien savent que l'émotion n'a pas sa place dans le cockpit. L'émotion peut vous tuer. C'est sûrement la figure la plus délicate. Actuellement, vous êtes passé de la verticale, il y a un rayon de courbure minimum auquel vous ne pouvez pas contraindre l'avion. Et alors, si ce rayon de courbure passe au-delà du sol, vous percutez. En France, sur ce type de meeting, la sécurité est draconienne, pour les pilotes comme pour le public. Dans cet accident, le pilote touche la piste dans le sens longitudinal, on le voit ici, et le public est manifestement d'un côté de la piste. En France, il est rigoureusement interdit pour les pilotes de présentation en vol avec leur avion de passer au-dessus de la foule. La distance standard est de 200 mètres de la foule, et pour les avions d'armes comme ça, c'est porté à 450 mètres, c'est presque à demi-kilomètre. Alors c'est évident que ça enlève au niveau spectacle quelque chose, mais ça apporte beaucoup au niveau de sécurité. Mais Jerry Caddick n'a rien vu venir. Lorsqu'il s'est rendu compte de la situation, il était trop tard. Pendant mon piqué, j'ai réalisé que j'étais trop bas pour faire ma ressource et c'était trop tard pour m'éjecter. La dernière chose dont je me rappelle, c'est d'avoir pensé « Oh oh, c'est pas bon ». L'avion ne se casse pas, seule la partie arrière qui frotte sur la piste prend feu. Ça, c'est un accident tout à fait extraordinaire. Les gens qui survivent à des choses comme ça, c'est une injustice, je dirais, faite envers ceux qui meurent pour 100 fois moins. Il aurait dû se faire 100 fois, là. Bilan, jambes et chevilles fêlées, colonne vertébrale tassée, Jerry Caddick a eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, 5 ans après son terrible accident, il est complètement rétabli et vole avec les Marines dans une escadrille d'acrobatie. Une belle performance à plus de 60 ans. Non, ce ne sont pas des bombes qui explosent ni des feux d'artifice, ce sont des orages filmés depuis l'espace par des astronautes. Depuis toujours, l'orage fascine autant qu'il inquiète, mais pour les scientifiques, il est passionnant. La foudre est l'un des phénomènes physiques les plus complexes à étudier, pourtant il est très fréquent. Regardez, vu de l'espace, l'orage ça donne ça, un gigantesque spectacle de pyrotechnie en continu, car sur notre planète, les orages ne s'arrêtent jamais. Il y en a en permanence 2000 à la surface de la Terre. En France, on compte 1 million d'éclairs par an, soit 2700 par jour. Un orage est toujours un cumulonimbus. C'est le plus grand nuage de l'atmosphère. Quelques centaines de mètres à la base, quelques kilomètres, 10, 15, voire 20 kilomètres au sommet. Et ce sont des nuages extrêmement instables. Redoutables. Également, à l'intérieur de ces nuages-ci, il y a l'équivalent énergétique de plusieurs bombes atomiques. Évidemment, l'orage se manifeste par des éclairs et du tonnerre. Sachez que les éclairs peuvent atteindre la température de 30 000 degrés. Ce sont donc des phénomènes extrêmement dangereux qui foudroient beaucoup de gens. Bien entendu, la pluie en est la conséquence, mais aussi la grêle. Mais ni la grêle ni la pluie ne peuvent arrêter Alex Herman, un amoureux des éclairs qui consacre sa vie à l'étude de ce phénomène naturel. Il en a d'ailleurs fait son métier, il est chasseur d'orage. Depuis plus de 16 ans, de jour comme de nuit, il arpente les routes du sud de la France à bord de sa voiture pour traquer la foudre. Son but, filmer les plus beaux impacts. Pour ça, il n'hésite pas à s'approcher le plus près possible des éclairs. Aujourd'hui, il possède plus de 3000 photos et plus de 1500 coups de foudre filmés, une collection unique que l'on peut admirer au musée de la foudre qu'il a créé à Marcenat, dans le Cantal. Ici, bon, j'ai fait 200 km pour atteindre cet orage qui est dans l'Allier. Je suis en voiture puisque le but, c'est quand même de me protéger, de protéger mon matériel. On ne peut pas filmer avec des caméras vidéo sous la pluie. Alors, c'est un orage très violent. On a à peu près un éclair toutes les 2-3 secondes. Ce n'est pas de l'image montée. Ici, c'est vraiment un orage en temps réel. Et donc, c'est un orage excessivement fort. Le risque était assez important puisqu'il y avait de la foudre qui tombait de tous les côtés. C'est un orage stationnaire. Mais par contre, tout en étant stationnaire, il se décale quand même un petit peu vers le nord. Donc moi, le but après, voilà, comme ici, c'est de me diriger vers le cœur de l'orage pour ne pas perdre les éclairs. En fait, Alex Herman va très exactement là où personne ne veut jamais se trouver. Et ça y est, le but est atteint. Je suis dans le cœur de l'orage. Je suis complètement environné par la foudre. Alors c'est une ambiance qu'on ne peut vivre que sur le terrain. On ne peut pas l'expliquer, même à travers les images. Vous voyez un coup de foudre qui a produit un court-circuit. Vous allez avoir ici un coup de foudre énorme, très très puissant, d'1 seconde et demie en durée. Vous voyez, c'est un éclair très très puissant. Et vous allez avoir un second court-circuit. Et là, bon, moi je ne peux pas être plus près puisque la foudre tombe tout autour. Et pour moi, à ce moment-là, tout peut arriver. Mais n'est-ce pas trop risqué de s'approcher si près ?
Pour moi, le facteur risque existe, mais je n'y pense jamais. C'est-à-dire que quand je suis sous l'orage, au contraire, j'ai un sentiment de bien-être et je ne pense jamais au fait que je vais être foudroyé. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire ça exactement? Ce qui me pousse à partir comme ça sous la foudre, je ne peux pas tellement expliquer. Ça, c'est le propre des passions, des vocations. J'ai toujours aimé la foudre, j'aime ce désordre cosmique et électrique. Et c'est vrai qu'en dehors du fait que j'aime faire des statistiques, j'aime travailler mes images et savoir vraiment en connaître un peu plus sur la foudre, je serais hypocrite de dire qu'il n'y a pas le côté fascination, un peu énorme feu d'artifice que ressentent tous les chasseurs d'éclairs, même les chasseurs de tornades. Aujourd'hui, Alex Herman est une référence dans ce domaine. Les scientifiques s'inspirent beaucoup de ses travaux. Dans des laboratoires secrets, les chercheurs de l'EDF recréent des éclairs et utilisent des maquettes pour analyser les réactions des matériaux et parfaire notre sécurité. Encore plus fou, aux États-Unis, il existe des avions spécialement conçus pour étudier le phénomène en conditions réelles. Le métier de ces pilotes d'essai peu ordinaires, c'est d'aller au cœur des orages et de se faire foudroyer. Ces images nous prouvent que ça marche. Grâce aux informations inestimables que recrutent les chercheurs, on sait aujourd'hui que la foudre est essentielle à l'équilibre de l'environnement. On pense même que si les éclairs n'étaient pas là pour recharger la Terre en électricité, la vie sur notre planète serait tout simplement impossible. SeaWorld, le célèbre centre aquatique américain, est en pleine effervescence, car regardez bien, il s'y prépare un heureux événement, un miracle de la nature. Katina, une orque de 2 tonnes, va accoucher, ce qui est rarissime en captivité. Toute l'équipe d'océanographes encourage la future maman dans ses derniers efforts. L'émotion est à son comble. Et voilà, des cris et des applaudissements pour saluer ce beau bébé. C'est une fille et elle pèse 158 kilos. Tout de suite, elle réclame son premier câlin à sa maman et instinctivement remonte avec elle à la surface pour y prendre sa première bouffée d'air frais. Katina semble très fière de sa petite fille. Évidemment, les caméras de télévision étaient là pour immortaliser cet événement tant attendu. Cet homme qui fait son intéressant, c'est Gus Rouse, un célèbre apiculteur d'Hawaï. Il élève des milliers, voire des millions d'abeilles, toutes réputées pour leur bon miel. Gus exerce un métier à risque et en plus, il adore se lancer des défis. Aujourd'hui, il a parié qu'il réussirait à se faire recouvrir d'abeilles. Pour réaliser ce tour, Gus a un truc très simple. Il prend la reine de la ruche et la place dans une petite boîte qu'il va s'attacher autour du cou. La reine émet alors un signal de détresse à ses ouvrières en sécrétant une substance chimique. Et hop, immédiatement, les abeilles chargées de la protéger se précipitent. En pleine saison, du fait que nous nous occupons de beaucoup d'abeilles, il peut nous arriver d'en mettre 6 ou 7 en colère. Enfin, je dirais que dans une journée, nous allons nous faire piquer 10 ou 12 fois. Encore une preuve que pour se faire remarquer, certains feraient n'importe quoi. Un exemple à ne pas suivre.